Bonjour. Hello there. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la con, à la cool, à la chill, juste avant les fêtes, d'ailleurs, joyeux Noël à vous. Tout ça parce que j'avais envie de parler de Spider-Man. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, sur cette chaîne Grub Studio que vous adorez, il n'y a plus maintenant, mais il y a eu des vidéos qui s'appellent Top des films de comics, que j'ai fait avec mon acolyte, mais que nous avons supprimé. Nous avons supprimé pourquoi? Eh bien parce qu'en plein montage de la partie 3, nous nous sommes rendus compte que nos avis avaient changé. Et notamment sur les derniers films Spider-Man qui étaient sortis. On a eu un nouveau regard en se les rematant, en se les refaisant il y a de ça quelques jours. Et du coup, cette envie de vidéo m'a popé en tête en me disant putain, c'est ouf, je suis fan de Spider-Man, mais il n'y a aucun putain de film Spider-Man que j'adore, qui me convient. Alors c'est très subjectif hein, cette vidéo, c'est vraiment un dialogue que je fais avec vous, hein. C'est même pas des critiques très profondes ou quoi, c'est juste que je vais m'amuser à revenir sur tous les films Spider-Man qu'il y a eu, vous partager mon avis sur ce que je trouve bien, sur ce que je trouve pas cool dans ces films, sur les idées qu'il y a eu, on essaiera à la fin d'établir un petit bilan de tous les films Spider-Man qu'il y a eu, des visions qu'il y a eu, de ce que ça a pu apporter, et on se concentrera après en seconde partie sur l'avenir, voir ce qu'on peut avoir de bien ou de pas bien dans le MCU, ou alors avec les projets foireux de Sony. Donc, on attaque directement avec Spider-Man 1, le Spider-Man 1 de Sam Raimi, sorti en 2002. À l'admirable Spider-Man. Alors, on est en 2002, Spider-Man a eu, on pourrait dire, en tout cas en France, a eu déjà des adaptations en film, parce que c'était juste des épisodes de la série des années 70 qu'on avait compilés en film, et on en a eu deux d'ailleurs, L'Homme Araignée, en 77, et La Riposte de l'Araignée, en 78. Mais bon, à part ça, on n'avait pas eu de film Spider-Man, il y avait eu un projet qui a longtemps traîné dans les couloirs de la boîte de prod Canon Film, avec des projets plus ou moins intéressants, hein, du style des Spider-Man Cronenberg qui se barraient en couille, ou alors l'idée de prendre des ennemis, d'en inventer, tout simplement, de même pas prendre des ennemis de Spider-Man, mais bref. Sam Raimi se ramène sur le projet avorté de James Cameron, qui était donc un film Spider-Man avec DiCaprio, et sur le papier, putain mais ça le ferait grave quoi. Je suis un putain de fan d'Evil Dead, vous le savez que sur cette chaîne de toute façon on adore Evil Dead, on adore Sam Raimi. Honnêtement ça aurait pu donner un truc de ouf quoi, je veux dire, il aurait pu s'accaparer le truc, construire une ambiance assez chelou, pas faire un blockbuster qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui avec toute la mode des films de super-héros, faire un truc assez space. Et au final on a Spider-Man 1. Alors pour clarifier les choses tout de suite, je ne suis pas un grand fan de la trilogie de Sam Raimi, mais j'aime beaucoup le 1. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que je l'aime beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, en tout cas, pas pour les raisons que je pense la quasi-totalité des gens l'adorent. Je vais commencer directement avec ce que j'aime. Le film a un rythme qui passe assez vite, franchement, je sais pas combien de temps il doit faire, il doit sûrement faire 2 heures, mais honnêtement, à chaque fois que je le mate, et je me le suis maté un bon paquet de fois, ça passe toujours extrêmement vite, il y a une ambiance dans certaines scènes, je pense à la scène où Spider-Man vient pour arrêter l'assassin, donc le Ben. Il y a un décor, il y a une ambiance, il y a un jeu sur les ombres avec Spider-Man qui passe sur le toit. Il y a un truc quoi, franchement, visuellement ça le fait. J'ai noté aussi la scène où Spider-Man vient sauver Mary Jane dans la ruelle, avec la scène culte du baiser. Là c'est pareil, il y a un jeu sur la silhouette de Spider-Man. Ça fait très comics en fait tout simplement, hein. C'est quelque chose qui iconise directement le perso. Ça reste selon moi les scènes avec les meilleures ambiances. Ensuite, j'ai mis les décors, parce que le film n'empêche de bons décors. La fin, putain, l'espèce de maison abandonnée dans laquelle se tape Spidey et le bouffon vert à la fin. Putain, mais ça fait limite vieux comics McFarlane, dans l'espèce de ruine dégueu, là, le costard de Spider-Man il est tout déchiré. Non, ça le fait. Il y a un taf de ouf dans ces trucs-là. Ensuite, les origines du perso qui sont bien présentées. T'es un newbie, t'es un nouveau, tu débarques, tu sais pas trop ce que c'est, t'es un gosse, hein, tout simplement, qui veut découvrir Spider-Man, qui découvre ça avec ça. Tu comprends tout, hein, tout est là, l'origine story, Oncle Ben, Tante May, la piqûre de l'araignée. En plus de ça, c'est hyper simple, on se casse pas les couilles comme dans Amazing, avec des conneries de ses parents, je sais pas quoi, là. En plus de ça, toute la mythologie du perso est exploitée, hein. On a Tante May, on a Oncle Ben, on a aussi du coup Harry Osborn, MJ, ils ont essayé de caser Flash, on a le Daily Bugle, chose qu'on a même pas revue depuis, c'est quand même assez fou. Donc Jameson, Betty, Robbie, franchement c'est une putain d'introduction au personnage. Bon ensuite, ça, je pense que des gens l'attendent, hein, c'est les thèmes de Danny Elfman. Oui, les thèmes de Danny Elfman sont cool, ils sont grandiloquents, ils sont épiques. J'aurais un truc à leur reprocher en fait, c'est que ça défie, selon moi, trop Spider-Man. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore dans Spider-Man, c'est le côté vraiment simple qu'il y a. Putain, c'est l'araignée sympa du quartier, quoi. Je veux dire, moi je sais que toutes les histoires en comics que j'ai aimé lire de Spider-Man, c'était jamais des trucs, enfin des histoires aux enjeux, putain, gargantuesques, et malheureusement, entre guillemets, les thèmes de Neil Elfman sont beaucoup trop
Ouais, son rappelle limite un dieu, il y a des chœurs derrière, il y a des machins, c'est... C'est épique, certes, ça passe à ce Spider-Man, parce que, mine de rien, c'est comme ça qu'on le filme aussi, hein. Mais c'est pas ma vision, du perso. C'est trop too much, en fait. C'est trop. Mais ça va aller de pire en pire après, hein. C'est qu'on n'est pas encore sur Spider-Man 2, mais... Dernier truc qui me plaît dans ce film, c'est le scénar. Alors le scénar sur le papier, franchement je lirais ça un comics, je prendrais mon pied, hein, parce que il est très simple, justement comme j'ai dit. Là, on n'est pas sur une histoire avec des enjeux, putain, à base de lézard qui veut transformer le monde, ou de, putain, je sais pas, de Dr. Octopus qui crée un soleil de mes couilles. Non, on est sur une histoire d'un Norman Osborn qui pète un câble, qui en veut à la vie de Peter Parker, donc qui capture sa meuf, et un combat sur le pont, parce que inspiration comics. La présentation du personnage est pas mal, mais voilà, c'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu, mais tout ça c'est gâché par l'application du film. L'application qu'en fait Sam Raimi et le côté totalement nanar, je suis désolé, nanar, qui va faire de son film. Alors ça donne une patte au film, au moins. On peut pas le retirer qu'au moins il a une identité. Mais what the fuck. Pour appuyer mon argument, j'ai même pas besoin de vous citer les scènes en fait. Je vais juste vous faire un best-of de tous les moments où je hurle de rire devant le film, et vous allez comprendre très vite. Au clair de mon planeur, ma petite araignée. T'es ma marionnette. Mes jambes, maman, je sens plus mes jambes. Laisse Spider-Man tranquille. Tu t'en prends un type qui veut sauver une bande de gosses. C'est toi qui as perdu, bouffon. Tu as perdu l'esprit. Remanie la formule. J'ai dit. Messieurs, je me rends. Collant génial et ça lui sert les... Je ne reviendrai pas, chef. Personne n'a le droit de me dire non. Et tu m'as craché au visage. Mais on a tous envie de lui faire un super câlin. Aïe. Quand on la regarde dans les yeux... et qu'elle te renvoie ton regard... Bonjour, ma chérie. On éprouve du plaisir. Voilà, vous avez eu qu'on est quand même sur un film avec des répliques tout droit sorties d'un nanar. Tous ces moments ridicules, toutes ces répliques, les aïe, les oh, les machins, les plats pourris, là, les cheese, ça ruine tout le potentiel drama que pourrait avoir le script. Rien que la mort de Norman Osborn, en fait, même pas. Je veux dire, la mort de Norman Osborn qui est foirée, je veux dire, ça se finit sur un oh, qui en plus de ça est un putain de faux raccord pour ce qui est de ses bras, de ce mec, enfin bref, un bordel complet. La fin, la fin là avec les New-Yorkais là qui balancent des tomates au bouffon vert. Et putain merde, c'est quoi ça? Donc bon, vous avez compris que là on va commencer à entrer dans les trucs que j'aime pas. Bon, les persos artificiels, donc pour ce qui est de Tante May, Oncle Ben, ça. C'est juste des persos fonctions en fait, c'est même pas des... Mais ils sont pas écrits comme des humains en fait, ils sont juste écrits comme des putains de moralisateurs de merde. Je suis pas contre la morale, mais putain un peu d'humain, un peu d'humain dans des persos, c'est des stéréotypes quoi. Elle ne commence pas sans moi. Et toi ne commence pas avec moi. Norman c'est pareil, Norman Osborn je veux dire putain c'est juste un homme d'affaires quoi. Bon, tant qu'on est dans les personnages, on switch direct sur Mary Jane Watson. Bon ça je pense que j'ai pas besoin vraiment de m'étaler dessus, vous savez pourquoi ce perso pue la merde, hein. Je veux dire rien que dans ce film elle se tape 3 gars, elle commence avec Flash, ensuite elle switch sur Harry, on va venir à sa gueule, ensuite elle switch sur Spider-Man, puis à la fin du film elle pécho Peter, enfin merde, putain c'est bon, nique ta mère. En plus de ça, tous ces putains de passages avec Peter Parker, la relation amoureuse que Sam Raimi essaie de dépeindre, c'est à base de dialogue à l'eau de rose dégueulasse, il y a des répliques qui veulent rien dire. Je pense à la scène où Tante May est dans le coma là, putain merde, vous avez vu le best-of. Vous avez vu le best-of, il y a forcément une de ces répliques qui s'y est perdue. Harry, c'est quoi ce pote? C'est censé être le pote de Peter, le gars il est là, il lui vole sa meuf. Le seul excuse qu'il a c'est ouais mais t'as jamais rien fait avec elle, alors bon bah voilà, je peux me permettre d'y aller.
Ouais, nique-toi mec, putain, franchement, nique bien ta race. Donc on va repasser sur Norman, le surjeu de Willem Dafoe, putain... Bah, ça va dans le côté nanar, hein. ça va dans le côté nanar, dans le ton du film. Le fait qu'il cabotine complet, la scène devant son miroir, là, toutes les répliques, genre, qui sont devenues des mèmes hein, aujourd'hui, Fruitcake, toutes ces conneries. Je voulais dire aussi que son origin story arrive vachement comme par hasard, hein. C'est-à-dire que le jour même où Peter se fait piquer, le gars prend son putain de sérum pour se transformer en bouffon vert. Bah, c'est une putain de facilité scénaristique, mais pour le coup je trouve que c'était beaucoup mieux fait dans le Amazing, dans la mesure où Peter créait indirectement le lézard et puis c'était indirectement lié à ses origines. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le bouffon vert, son costume est évidemment dégueulasse, ça tout le monde l'a dit. Le fait de voir sa bouche en plus, mais pourquoi on voit sa bouche en dessous, c'est dégueulasse les mecs. En plus de ça, les concept art, mon dieu, mais je vais vous les mettre là. Les concept art qu'il y avait pour son masque, qui était dans un style un peu tribal, qui rappelait un peu en plus que ce que Norman peut avoir dans sa putain de pièce. Je veux dire, pourquoi vous avez pas fait ça? C'est 1000 fois mieux. Tant qu'on est dans les costumes, on va switcher directement avec Spider-Man, parce que de toute façon c'est le point négatif d'après. Donc pour ce qui est du visuel, il est moche. L'étoile blanche, là, dégueulasse. Déjà il se le sort de son cul. Ensuite oui, l'étoile blanche dégueulasse, là ça lui fait un côté... ça lui fait un relief qui est dégueulasse. Je veux dire, tu te dis que le mec, il peut pas faire un mouvement sans que ça se pète. D'ailleurs ça se pète, on peut voir dans un plan notamment, je vais vous mettre, où son truc est déchiré parce que c'est dégueulasse. Son truc là, son torse au milieu c'est mal taillé, c'est beaucoup trop large pour ce que ça devrait être. Ça l'affine pas en fait, ça le rend méga stock, donc ça lui fait une silhouette un peu chelou. En plus de ça, ses yeux sont inexpressifs, c'est dégueulasse. Il est moche, il est moche selon moi. Après je comprends que vous puissiez aimer, attention. Jamais je vais vous dire que vous avez pas le droit d'aimer, au contraire. Mais putain, c'est pas ça Spider-Man pour moi, c'est loin d'être ça. Pareil, pour Spider-Man, je veux dire, il y avait des concept art, je vais vous les mettre toujours, qui étaient mais tellement mieux. Enfin, mieux, je sais pas, parce que je suis toujours pas non plus convaincu, ça faisait très chelou. Mais c'était déjà beaucoup plus osé, déjà beaucoup plus... Il y avait déjà beaucoup plus de charme en fait. Moi, ce qui m'énerve avec son putain de costume, c'est qu'il y a aucune... Il dégage rien, il y a aucune prestance. Je veux dire, quand il est à l'écran, en plus de ça, bah du coup je switch direct avec Spider-Man en lui-même, il a aucune, mais alors aucune personnalité. Je parle pas en Peter, je parle en Spider-Man. Spider-Man, il n'a aucune personnalité. C'est pas le fait de pas balancer des blagues, c'est le fait d'avoir aucune personnalité rien que dans ses mouvements. Il n'y a rien de très iconographique en fait. Vous savez, on a tous vu ces pages de Spider-Man qui par exemple qui virevolte avec des poses complètement nawak, ou alors qui se bat en donnant des punchs chelous ou en sautant par-dessus les ennemis. Là, mais il y a rien, je veux dire, les bastons là contre le bouffon vert, là, par exemple dans l'immeuble en feu, là, putain, c'est des vieux coups de pied, des coups de poing, des machins, c'est filmé avec le cul, franchement en ce moment, c'est pour me faire l'avocat du diable. La seule scène dans le 1 où il y a un peu de prestance dans ses mouvements, c'est quand il vient arrêter un fourgon blindé. Là oui, parce qu'il se tient un peu sur le sol, machin, il fait des acrobaties pour niquer les ennemis, oui. Alors le reste, à Times Square, putain, quand il se bat contre le bouffon vert, là, sur le carreau, là, quand ils sont à 2-3 de s'enculer, là, putain, mais c'est dégueulasse. La fin, c'est pareil, la fin dans le... Putain, alors, je vous dis que le décor butait, et c'est là, du coup, que ça me rend très triste, parce que le décor bute, et la chorégraphie, elle est aux chiottes, y a rien. Le bouffon vert qui sort, qui fait du taekwondo, là, en faisant des espèces de prises de kung-fu, en sautant, les passages passés à l'accéléré, dégueulasse, le bouffon vert qui sort des gadgets de son cul, là, aussi, c'est immonde, putain, c'est dégueulasse. Bah, c'est un nanar, hein, c'est un putain de nanar. Bon, bah, c'est fini pour Spider-Man 1. Ouais, bon, bah, au final, pour moi, loin d'être un grand film, loin, un très bon nanar, un bon délire. Et ce qui m'attriste, en fait, c'est que Sam Raimi aurait pu aller tellement plus loin. Oh, il aurait pu se faire plaisir, putain, mais il aurait pu partir en couille. Quand vous voyez ce qu'il fait avec Evil Dead, tout bêtement, oui, toutes les folies, toutes les inventivités qu'il a dans la réal, pour les passages de Wash pète un câble dans le 2, avec Norman par exemple, t'aurais pu faire tellement mieux que juste un jeu de regard dans le miroir, tu vois. Un ennemi qui aurait pu faire Sam Raimi en premier film, qui aurait été d'ailleurs bien mieux venu que le bouffon vert dans un premier film, ça aurait été Mysterio. Putain, mais les trucs de bâtard qu'il t'aurait fait avec Mysterio. Un mélange en plus dans les effets spéciaux de CG et d'effets pratiques. Donc il y aurait moins eu ce côté malveilli du film. Hein. C'est ça moi que je voulais voir avec Sam Raimi, c'est pas ça, pas cette espèce de mauvais nanar. Bon, on passe à Spider-Man 2 maintenant. Oh non, come on. Et là par contre, je vais être beaucoup plus virulent parce que ce film est selon moi surcoté. Je veux dire, vous traînez sur n'importe quel forum, n'importe quel top de films de super-héros, t'auras forcément un Spider-Man 2, en limite si c'est pas en première place, ou du moins haut.
Et pour moi, putain, chaque fois que je vois ça, je me dis, mais what? J'ai l'impression de pas voir le film, j'ai l'impression de pas voir le même film. Alors du coup, je vais essayer de vous l'expliquer. Encore une fois, si vous êtes putain de fan de Spider-Man 2, vous avez totalement le droit. Moi, ce n'est que mon avis. Donc je vais commencer par les trucs que j'aime quand même. Bon, j'ai noté, c'est toujours plaisir. Un petit Bruce Campbell. Voilà, il y a un petit Bruce Campbell, bah ouais, je me fais plaisir. Il est là, et il a 3 secondes, mais il est là. En plus, ça, c'était censé être Mysterio, justement, bah putain, j'aurais bien voulu voir ça. La scène de Doc Ock à l'hosto, parce que là, c'est le Sam Raimi, c'est même pas besoin de vous l'expliquer. Si vous connaissez un temps soit peu Evil Dead et que vous avez vu cette scène, vous voyez de partout que c'est du Sam Raimi 100%, je kiffe à fond. La réal de Sam Raimi pour les scènes d'action, parce qu'il a pris du, je sais pas, il a pris du galon depuis le 1, parce que, enfin, vous savez, hein, la scène du train, la scène de Doc Ock, enfin la scène de baston après la banque aussi. Ah, voilà. Bon bah là, on va commencer à entrer dans ce que j'aime pas. Bon. Vous vous souvenez de l'ambiance sans prise de tête, bon délire du 1? Bah elle est plus là. Elle est plus là, elle a foutu le camp, mais elle est loin. Là on est sur une espèce d'ambiance moralisatrice à 2 balles. En fait c'est qu'il y a un côté branlette dans ce film qui est insupportable en fait, moi qui me sort par les yeux à chaque fois que je le vois. Peut-être que le scénariste en écrivant ça a voulu écrire un scénario un peu plus mûr, pour aller avec le fait que ça se passe 2 ans plus tard. Si on devait faire l'allégorie, bah du coup le 1 c'est vraiment la découverte du pouvoir, du coup c'est un peu plus Pepsi, et là le 2, vu qu'en plus c'est le délire Spider-Man No More et tout, c'est un peu plus calme, machin. Mais alors putain, bon on va y venir à Spider-Man No More. Alors, la base du scénario, hein, tout le film tourne autour de ça, donc de Spider-Man qui perd ses pouvoirs. Mais c'est juste une putain de facilité scénaristique sortie du cul de scénaristes. Y a aucune explication. La seule explication qu'on nous donne, bon bah il était triste, il était pas bien, du coup ses pouvoirs s'en vont. Mais ça marche pas comme ça. Bah bon, j'ai pas de pouvoir d'araignée, loin de là, mais qu'est-ce que c'est que cette explication sortie de la bite? Vous étiez pas capable de nous sortir une raison valable? Surtout qu'en plus avec Spider-Man, t'en as des tas des explications valables pour qu'il abandonne son costard. Il arrive en retard assez court, oh le pauvre, regardez-le, il arrive pas à vendre ses photos, du coup bah il perd ses pouvoirs. Mais nique ta mère! Toutes ces raisons là, ces pseudo-raisons pour lesquelles Peter est triste et donc il perd ses pouvoirs, ça pourrait être réglé mais très facilement. On a sortir avec MJ, bah change de meuf. Je veux dire en plus c'est pas comme si il y avait qu'elle dans New York, hein. Alors oui c'est un coup de foot, c'est un machin, mais... Ah, le perso est insupportable. Alors comment, nous en tant que spectateurs, on en a quelque chose à foutre? Le perso de Mary Jane, hein. On en a rien à foutre de leur relation. Arriver en retard en cours. Bah tu gères mieux ton emploi du temps, mec. Pourquoi? C'est parce que à cause de Spider-Man, t'arrives en retard en cours. Alors oui, ça arrive aussi dans les comics, machin, mais merde, putain. Perdre son travail. Bon, bah, c'est pareil, hein, je veux dire, des tafs de vendeurs de pizza, il y en a un peu partout dans New York, et pour ce qui est de vendre tes photos, va Haute Park au Daily Bugle dans ce cas-là. Vous allez me dire, oui, mais le script est écrit comme ça, mais justement, les scénaristes auraient pu trouver des raisons beaucoup plus valables et beaucoup plus impactantes pour que Spider-Man fasse une pause. Sans faire crever Tante May, je sais pas, mais au moins un truc grave, quoi. Tous ces problèmes sont même pas dus à Spider-Man. Le coup des balais, là. Quand il... Vous allez me dire que c'est la faute de Spider-Man, ça? Non, c'est juste les scénaristes qui se disent bah c'est marrant, tiens, enfin c'est marrant même pas, on va faire en sorte que le perso il soit victimisé tout le long du film, du coup il est triste. Et c'est ça ton film, tout ton film, c'est ça ce qui du coup cause une putain d'heure où il se passe rien, on se fait chier. Peter Parker qui est juste une putain de victime. Alors déjà dans le 1 c'était pas grand chose, mais alors là c'est le fond des chiottes. En 2 ans le mec évolue, il régresse même, c'est même pire, il régresse. Tiens tête face à Jameson, tiens tête face à Harry, merde c'est ton pote. Puis c'est tire-larme de partout, là le discours encore complètement moralisateur de Tante May, là, sa morale. Il faut renoncer à ses rêves ou ses conneries dans le genre. Nique ta race, hein. C'est ça ta morale? Ta morale de merde, c'est de... Oui, bah des fois on veut faire des trucs, mais on peut pas vraiment y arriver, donc non. Bah tu laisses tomber. Mais c'est ça! Mais putain... Oh, puis bon, après voilà, hein, c'est ces pouvoirs du coup qui reviennent d'un coup, sans vraiment d'explication valable, juste parce que Mary Jane se fait une énième fois capturer par le Dr Octopus, d'ailleurs cet enculé, on y vient tout de suite. Alors, Dr Octopus, méchant de merde, une vraie merde.
Alors, au début, il est sympa. T'as vu, c'est pas mal. Il y a enfin une bonne relation amoureuse. Notez quand il est dans sa scène là, avec sa femme où il nous décrit comment ils se sont rencontrés. Ah, c'est pas mal. C'est déjà mieux que la relation Mary Jane Peter. Puis son accident arrive. Et alors, pour aucune raison, lui aussi, hein, il pète un câble. Mais il pète un câble juste parce que ses pinces lui mettent à se parler. Steal it. No, I'm not a criminal. That's right. Mais ce nanar, c'est le retour du nanar, hein. De toute façon toute cette saga sont juste 3 nanars à mes yeux. Les pinces se mettent à lui parler, du coup Dr Octopus, il va recréer son soleil. Ouais. Et du coup ça devient un putain de méchant cliché tout droit sorti des années 2000, là, avec ses lunettes en pleine nuit, son long manteau. Ça c'est Dr Octopus. La base dans les comics de Dr Octopus, son code couleur, on est bien d'accord, de vous à moi, de moi à vous, que c'est du vert. Un peu de jaune de temps en temps, du vert au moins. Où est le vert dans son putain de design? Où est le vert? Il est marron dégueu. Cette scène là où il débarque devant Harry là, en rattrapant son verre de whisky avec ses lunettes de soleil. Vous allez me dire que c'est un bon méchant ça? Un bon méchant? Fumant des cigares aussi, hein, parce qu'un bon méchant doit forcément fumer des cigares. Oui. On est bien d'accord, vous avez vu le film? Parce que ça c'est ouf, hein, je vois personne en parler de ce truc, et pourtant ça me sort par les yeux à chaque fois. On est bien d'accord que Peter Parker est ami avec Octavius. Ok, donc là on est d'accord. Quand Octavius pète un câble et que Peter le voit, il le voit, hein, parce que vous allez pas me dire qu'il le reconnaît pas parce qu'il a des lunettes de soleil. Il y a qu'un gars avec des putains de pinces. Quand il le voit, il se pose pas plus de questions que ça. Hein. Alors oui, il va pas lui dire clairement « Hey, Dr Octavius », parce que ce serait griller son identité. Mais au moins se poser une question, au moins avoir une réflexion derrière. Ce qui fait que du coup, tu laisserais pas la ville en danger. T'abandonnerais pas toutes tes putains de responsabilités, alors que t'as un malade qui court dans les rues, hein, un malade armé de bras d'acier instoppables. Ah, puis j'en ai pas parlé, putain, c'est fou. Peter voit un mec se faire taper dans une ruelle, il intervient pas. C'est pas comme s'ils étaient 20 en plus, les gars. Hein. Il lui fout. Tu l'arrêtes. Au moins tu essayes. Au moins t'essayes. Enfin, je veux dire, même si t'y arrives pas, parce que ok, t'as plus tes pouvoirs, tu essayes. C'est la base d'un héros. Il nous faut un putain d'incendie pour que le mec se réveille. Va te faire foutre. À la fin, là, quand il y a le suicide, là, parce que quand Peter se décide enfin d'aller lui parler, parce que là, il réfléchit enfin. C'est le retour des violons, là, du tir-larme, là, quand Dr Octopus décide de se suicider avec son regard, là, triste. Il n'y a aucune émotion dans cette scène, il n'y a aucune émotion envers moi. Ce personnage n'est pas développé. Qu'est-ce que j'en aurais à foutre que le mec se suicide et que du coup, non, c'est un peu triste. Je vais vous prendre l'exemple. Un exemple très parlant. Un exemple très parlant répondant au nom de Spider-Man PS4. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir? Je vous admirais. Même s'il ne l'apprécie pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux. Pour ceux qui nous sont inférieurs. Même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être. Et vous avez tout gâché. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Ah, je serai piégé dans ce corps inutile. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Tu te souviens? Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter! C'est pas compliqué, en fait, quand tu vois ça, d'écrire un scénario avec Octavius. Je veux dire, là, t'as un vrai dilemme. T'as une vraie relation avec Peter Parker. Un vrai dilemme, pourquoi? Parce que lui, son plan, c'est pas de créer un soleil de mes couilles, c'est de se venger envers Norman Osborn, machin. Le mec est complètement taré, mais il est taré. On le voit qu'il est psychopathe. C'est bien amené.
T'as tout ce délire qu'ont inventé les scénaristes du jeu avec sa maladie, le fait qu'il va perdre l'usage de ses membres, et que du coup il devient limite accro à ces putains de pinces. Mais c'est ça! C'est ça écrire un bon scénario, c'est ça écrire un bon Dr Octavius. Et après t'as ça là! La faute a pas de chance. Enfin bah, avant du coup, mais ça explique rien parce que je peux sortir des tas de comics qui ont 1000 fois plus d'impact émotionnel que cette merde. Oh, ce film de merde! Et c'est toute cette branlette qu'on fait autour de ce méchant et de ce film. Mais ça m'énerve. Donc, pour rester dans les points négatifs, on a toutes les facilités de scénario aussi. Bon, j'en ai noté quelques-unes, hein, j'ai pas tout noté parce que putain, ça prendrait 1000 ans. La banque, comme par hasard, quand Peter et May vont déposer un crédit ou je sais pas quoi, t'as Dr Octopus qui est là, dans la même banque, hein. On est à Manhattan, il doit y avoir une trentaine de banques. On est dans la même banque, au même endroit, un même samedi. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la même scène après, quand Dr Octopus faut qu'il capture quelqu'un, faut qu'il prenne quelqu'un en otage, bah faut forcément que ce soit Tante May. Le pouvoir de Spider-Man aussi qui bug quand ça l'arrange, enfin quand ça arrange le scénario en tout cas. Le train qui est sur une voie qui est même pas finie d'être construite. Bon, enfin c'est pour la fin quoi. Bref, bon bah voilà, on a fini avec Spider-Man 2, donc pour résumer, aucune personnalité dans ce film, un film long, chiant, mou. La baston sur le train là dont tout le monde nous rabat les oreilles, elle est cool, mais il n'y a aucun enjeu émotionnel, encore une fois. Bah regardez la fin de Spider-Man PS4 quoi, j'aime pas trop faire des comparaisons comme ça, mais en même temps, quand tu prends les deux opposés, c'est plus parlant en fait, donc voilà. Surtout dans ce film ça me fume parce que je sais pas si Sam Raimi s'y amuse à le faire en vrai. Parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario. Je pense qu'il s'est éclaté sur les scènes de baston, ça se voit. Mais à filmer la vie plan-plan de Peter Parker, la victime... Allez, on passe à Spider-Man 3. Bon, je vais aller très vite, je le préfère aux deux. Voilà, évidemment, c'est un film qui pourrait être défaut, hein. Viol complet de Spider-Man, viol complet de tous les bad guys présents, facilité scénaristique de partout, le symbiote qui atterrit comme par hasard dans Central Park, l'homme sable qui s'avère être l'assassin d'Oncle Ben. Oui, le majordome à la fin aussi avec Harry, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ouais, votre père s'est suicidé, prout, partez à la baston. Mais pourquoi du coup je le préfère aux deux, parce que je voulais même pas expliquer. Il a pas ce ton moralisateur et branlette intellectuelle à deux balles du 2, parce que pour la bonne simple et unique raison que c'est Sam Raimi qui a fond sur le scénar là avec son frère, que Sony, à part le fait d'inclure Venom, lui ont laissé carte blanche, et qui s'est fait plaisir. Oh, il s'est fait plaisir. On l'a forcé à mettre Venom, bah voilà, c'est ce que tout le monde a dit, hein, mais il a fait ça. Et mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est juste un cartoon immense pendant 2 heures ce film. Le running gag de Harry qui se prend des trucs dans la gueule, c'est magnifique. À chaque fois j'éclate de rire, bref. Petit coup de fraise. La danse quoi, enfin. Un bonheur, un bonheur. Parce que sorti du 2 où on se fait chier et tout, là au moins je ris, c'est déjà ça. C'est loin d'être encore une fois le Spider-Man que j'ai envie de voir, mais je préfère voir ça plutôt que me faire chier avec la chialeuse du 2 là, et Dr Octopus complètement violé. Allez, on passe à Amazing Spider-Man 1. Amazing Spider-Man. Ce qui est fou, c'est qu'à l'annonce de ce film, bon j'étais gosse, hein, j'avais 10 ans, j'avais la hype, parce que le premier teaser il était filmé façon FPS, on dirait un peu Mirror's Edge. C'est stylé parce qu'en plus ça donnait déjà le ton, et ça va être différent des Sam Raimi. Pourquoi pas une nouvelle vision vers le perso, malheureusement qui est nul à chier, on va le voir très vite. Mais on va quand même voir ce qu'il y a à retenir selon moi de ce film. J'ai mis le choix d'Andrew Garfield. Bon bah niveau gueule, franchement je trouve que ça le fait. En plus de ça, j'ai mis son costume, qui est pour moi le meilleur. Le meilleur parce que c'est celui qui a le plus de couilles en fait, dans le sens où il est méga original, avec ses yeux jaunes, son bleu il est très spé. Bah, il fait Alien en fait. Il fait Alien et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et rien que pour l'originalité du bousin, je trouve que c'est le meilleur costume. J'ai mis aussi des persos beaucoup plus humains. Enfin, tu prends Tante May, Oncle Ben, on y croit beaucoup plus. Gwen Stacy, la relation est top. Le professeur Connors, ça allait. Bon, c'était le professeur Connors, qu'ils avaient bien retranscrit son dilemme avec son bras et tout. Franchement, c'était cool. En plus, le choix du lézard, c'était un très bon choix pour un premier ennemi de Spider-Man. Le film tente une ambiance
Bon, ça a une ambiance très années 2010, hein. Je sais pas s'ils sont vraiment inspirés de comics, peut-être. Au moins, c'est ça à saluer. C'est que comparé à Amazing Spider-Man 2, pour le coup, je trouve qu'il y a plus d'ambiance dans 1. Avec cette espèce de nuit bleutée. J'ai mis aussi la mort d'Oncle Ben, que je trouve beaucoup mieux que dans celui de Sam Raimi. Pour moi, elle est beaucoup plus impactante, en fait. Le fait de mettre Peter seul face à sa propre merde, qui gueule, en plus qui chiale, qui fait putain merde à l'aide, machin. Inventivité aussi dans les mouvements de Spider-Man. Sorti encore une fois du Sam Raimi et de son balai dans le cul, bah là putain, Spider-Man il bouge enfin, il fait des mouvements proches de ce que j'ai pu voir dans les comics. Je pense au passage où il tourne autour du lézard là, pour lui tisser toute sa toile. Putain, mais c'est génial, quand j'avais vu ça gosse, je fais putain, ça Spider-Man. Le swing de fin dans l'espèce de ruelle et tout, ça claque. Mais c'est tout. C'est tout. Maintenant on va passer à ce que je n'aime pas, et ce que je trouve qui est foiré dans ce putain de film. Le lézard justement, sa tronche, sa gueule de merde, là, espèce de tête de bowling, espèce de gueule toute ronde, puis espèce de sourire, une tête de con en fait, on dirait, les gens ont déjà dit, mais c'est les Goombas du film Super Mario là. Son scénar lui aussi c'est pareil, c'est un peu le syndrome Alfred Molina, Dr Octopus, il commence très bien, et dès qu'il pète, dès que son accident arrive, il pète un câble, il devient complètement nanardesque, qui est ridicule, à base de voix dans la tête, encore une fois, ça c'est les méchants Spider-Man vus par Sony. Son scénar, encore une fois, de transformer tous les gens en lézards, c'est sorti d'un mauvais comics. Encore une fois, en plus, c'est beaucoup trop grandiloquent pour une première histoire, en plus de Spider-Man, que ça arrive, par exemple, en deuxième film, ok. Mais en premier film, ils auraient pu entièrement jouer la carte de la simplicité et faire une histoire à base de Spider-Man qui doit juste arrêter le lézard, qui est dans les égouts, juste pour ramener son ami le professeur Connors. Pas la peine de se barrer dans des trucs beaucoup trop what the fuck, beaucoup trop wow, blockbuster, tout ça pour faire une scène de merde à la fin là, avec les grues, j'y viendrai après. Peter pas ouf aussi, niveau caractérisation, putain insupportable, hein, putain. Le côté je suis seul, je mets ma capuche, il sort d'un manga en fait, le mec il sort d'un putain de manga, il est insupportable. Quand il parle au Captain Stacy là. Il parle au Captain Stacy quand il est invité chez lui, il se permet de remettre en cause forcément toutes les méthodes de Captain Stacy. Si j'avais voulu que ce voleur ne traîne plus dans la rue, il y a longtemps qu'il ne traînerait plus dans la rue. Pourquoi il était encore là? Dans notre cul. C'est cette scène du malaise hein, pour moi, je sais pas vous, mais j'ai toujours vu cette scène comme étant méga malaise, en mode putain mais ferme ta gueule mec, t'es un petit con, hein, t'es un petit con, j'ai envie de te mettre des bifles là. T'as ça, puis comment il est en Spider-Man aussi. Pense à la scène où t'as les flics qui arrivent quand il vient d'appréhender le faux meurtrier d'Oncle Ben là. Je viens de faire 80% de tout boulot, hein? Et là, c'est comme ça qu'on me remercie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, tu te la joues trop. arrête, stop, t'es insupportable. Origin story par rapport à ses parents. En fait, je vais faire un tir groupé par rapport à toutes les intrigues de ce film qui sont lancées et qui ne vont nulle part. L'origin story par rapport aux parents, c'est mis au début. Ça n'a pas de fin. Dans le film, il n'y a pas de fin à ce truc, on sait pas. La recherche de l'assassin d'Oncle Ben, c'est le but de Peter au début, mais là aussi c'est pareil, il n'y a pas de fin à ce truc en fait. C'est qu'il réussit jamais à trouver l'assassin, où il se dit pas, tiens, je vais arrêter de faire mes conneries, je vais plus me la jouer Spider-Man. Enfin, il le fait, mais t'as aucun moment où il se dit tiens, je devrais peut-être utiliser mes pouvoirs pour faire autre chose que ça. Il le fait juste du jour au lendemain. J'ai noté ensuite la découverte des pouvoirs avec les scènes du métro, là, c'est pareil, hein, la scène du malaise vraiment, les vieux sketchs de merde là, de enlève ta main, et Peter qui arrache le t-shirt d'une meuf. La scène du basket avec Flash, mon dieu, mais... Oh, quelle merdasse. Putain, mais c'est Peter Parker ça. Le Captain Stacy aussi qui est pas ouf. Il est là, mais il est pas plus développé que ça lui aussi. On y a introduit un peu au Schnaps. Bon, il était là au moins. Ça fait un nouveau perso de la mythologie de Spider-Man, pourquoi pas, hein. Ils ont tenté. Bon, là aussi, je vais pas faire comme s'il n'y en avait pas là aussi, hein. Les facilités scénaristiques de partout. L'appareil photo de Peter là qui permet au lézard de retrouver son identité. Les cartouches de toile d'Oscorp. Quoi? Oscorp fabrique des toiles. Enfin, que Oscorp fabrique des toiles à base d'araignées modifiées génétiquement, pourquoi pas, mais que du jour au lendemain t'as un mec qui se balade avec ça et que les mecs se disent pas tiens c'est marrant, il utilise ça, et que tous les jours dans leur relevé de compte t'as des commandes qui sont passées fois millions par un dénommé Peter Parker. Non, moi je préfère largement le Peter qui se fait ses toiles. Je vois pas pourquoi Hollywood a eu autant de mal à nous faire gober ça. Ils ont fait ça petit à petit. Ils ont dit bon bah là-dedans il fait ses web shooters, mais pas l'étoile, parce que l'étoile c'est quand même un peu trop, les gens ils goberont pas ça. Bah si les mecs, on s'en fout, c'est un génie.
Bon, puis bref, facilité scénaristique ultime, la best, la putain de scène des grues, là. Bon, bah, il a sauvé mon fils, du coup, comme par hasard, j'étais chef de chantier. Eh, tu vas me faire des heures sup, toi. C'est ridicule. Bah, une scène tout droit sortie des Sam Raimi, encore une fois, hein, des New-Yorkais. Ouais, en plus de ça, j'y viens, là, du coup, la musique est pas ouf. C'est James Newton Howard qui est dessus. Non. Bah, c'était pas le meilleur mec à aller choper pour un film Spider-Man, parce que c'est... Bah lui, c'est ce qu'il kiffe faire, bah, c'est le mec qui a fait les BO de Titanic, hein, donc c'est pas... Niveau blockbuster, c'est pas tellement action, il y a rien qui colle vraiment au perso. Puis alors là, aucune exploitation de... ou alors minime de sa mythologie, Daily Bugle, on en parle pas. Harry Osborn, ça n'existe pas. On nous parle vite fait de Norman, mais il est au fond, là, en flou. Bah, il y a Gwen, mais c'est tout. Bah, c'est parce que ce Peter, il est seul tout, quoi. C'était la vision de Mark Webb, mais c'est pas une vision, encore une fois, qui me plaît. Donc voilà, c'est la fin pour Amazing Spider-Man 1, donc un film qui tentait des trucs, c'est à saluer quand même, mais de mauvaise exécution, encore une fois. En fait, c'est que c'est un film assez oubliable, c'est un film assez oubliable que beaucoup de gens ont déjà oublié, qui a juste été fait de façon dans la précipitation pour garder les droits, parce que Sony allait perdre les droits en 2013 et il fallait. Voyons, Spider-Man c'est leur poule aux œufs d'or, donc on le voit encore plus maintenant. Donc bon bah faites ça, faites-le un peu à l'arrache, on prend un peu un script un peu pourri, puis voilà. Mais non, putain, non, il y a tellement mieux à faire, je suis désolé, surtout qu'avec le lézard, en plus encore une fois, je le répète, mais il y avait mieux à faire. Donc Amazing Spider-Man 2. Et alors là, c'est la grosse merde, la chiasse, le caca, le prout, le bel étron que tu vois flotter dans tes chiottes, une merde, cachée par Sony, encore une fois, qui a vu que le MCU marchait bien en 2014, et qui se sont dit, tiens, bah nous on n'a pas beaucoup de héros, mais on a Spider-Man, et on va utiliser toute sa mythologie pour créer un univers à partir de ça. Donc on va faire un film Sinister Six, un film Venom, sauf qu'au lieu de prendre son temps et d'intégrer ça petit à petit, on va le faire en un film. Donc on va tout mettre là-dedans. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un film avec des éléments des Sinister Six, les bras là d'Octavius là dans le fond, Félicia Hardy qui a rien à foutre là, introduisez le Rhino, le Bouffon Vert et Electro dans le même film. Alors à partir de là c'est foutu, c'est mort, y a rien qui va. J'aime toujours Gwen. Le thème d'Electro est sympa, parce que c'est Hans Zimmer du coup qui est sur la BO de celui-là, le thème d'Electro, alors attention, pas le thème d'Electro quand il se barre en steak avec les espèces de paroles cheloues là en fond, non le thème d'Electro au tout début là, toulou, toulou, toulou. Ça collait parfaitement en plus au Max Dillon qu'ils essayaient de nous dépeindre là-dedans, qui aurait pu être un très bon antagoniste à lui tout seul, hein, il aurait pu tenir tout le film, mais non. Je trouve que Mark Webb il a beaucoup mieux géré en tout cas l'action dans celui-là qu'il ne l'a fait dans le 1, peut-être parce qu'il avait plus de temps ou qu'il était plus inspiré, je sais pas. Dans mes souvenirs, la scène contre le Bouffon Vert était pas mal. Bah déjà la mort de Gwen, de toute façon ça c'est un point positif, la mort de Gwen est excellente. Le décor était sympa aussi, une espèce d'horloge un peu, c'est ce qui est cool. Bon par contre voilà, c'est fini, maintenant on passe à tout le reste, à savoir tout ce que je n'aime pas, donc j'en ai déjà commencé à en parler. Les parents, toujours, on s'en bat les couilles. En plus de ça, il y a cette intrigue qui a été avortée par Sony où son père était pas censé canner, pour ceux qui ne le savent pas. Il était censé remotiver Peter à la fin. C'est pas dans le film donc je peux pas vraiment le critiquer, mais en tout cas pour ce qui est dans le film, ça aurait peut-être été mieux parce qu'au moins on aurait eu une fin à cette histoire, parce qu'encore une fois le film s'ouvre sur ça, sur les parents de Peter, et il y a toujours pas de fin à ça. Il y a cette espèce de merdasse là avec le monorail que Peter découvre dans les calculettes de son père ou je sais pas quoi là, et cette espèce de scénar mais tiré par les veuches encore une fois, à base de Peter Parker ne pouvait que être Spider-Man parce que c'est dans son sang, machin. On dirait le scénario de Hulk 1, là, d'Ang Lee. Allez au plus simple, Spider-Man c'est un héros qui est simple à la base. Harry Osborn qui était une très bonne idée, mais qui est torché. Cliché à la mort, dégueulasse en plus de son design, là, avec cette espèce d'oreille de lutin. Electro, donc bon, bah, qui est le méchant, qui est censé être le méchant du film, qui est nul à chier, qui est, encore une fois, début, on essaie un peu de le développer, de dire que c'est Max Dillon, un mec un peu introverti, puis hop, il tombe dans une cuve d'anguille, et il pète un câble. Voilà, c'est tout, il devient taré parce que Spider-Man lui vole la vedette à Times Square, là, je sais plus quoi. Voilà, et son costume moche, lui aussi, putain. Oh la vache, ça c'est dans ce film, tout est moche, le Rhino aussi est dégueulasse. Spider-Man encore ça va, c'est pas le meilleur, mais ça va. Le gars au chapeau, là, à la fin, qu'on voyait dans les posts génériques de Amazing Spider-Man 1 et qu'on revoit là-dedans, c'est déguise, mec. On allait où avec cette intrigue? On voulait faire quoi? Les Sinister Six? Mais c'est qui? On saura jamais, c'est ça qui est beau. À moins que, par délire de multiverse ou je ne sais quoi, ils réussissent à nous pondre un Amazing Spider-Man 3. Non, je veux pas voir ça, non. Bref, une grosse galère pour rien, ce film. Une grosse galère pour une grosse merde, c'est tout.